Bienvenue dans Movie Quest, j'ai mon premier aventurier qui va participer à la première quête de Movie Quest, un nouveau concept sur ma chaîne, donc je vous présente Guillaume. Bonjour. Voilà, donc écoute, ça va bien, toi tu vas bien? Impeccable, impeccable. Eh ben super, donc Guillaume est le premier aventurier à s'aventurer dans Movieland pour faire une première quête. Donc le principe de Movieland c'est très simple, enfin de Movie Quest, c'est très simple. Je vais proposer une quête à Guillaume qui va être de partir d'un film et d'arriver à un autre film. En chemin, il va croiser plein de films dont il va devoir nous parler. Si il ne connaît pas un film sur le chemin, la quête s'arrête. Voilà, le but, ça va être de trouver un aventurier qui va réussir à faire une quête. Alors, la petite subtilité, c'est que c'est vous qui pouvez nous envoyer vos quêtes. Donc, c'est très simple. Vous m'envoyez ça sur lacritiquemasquée@gmail.com. Vous donnez un film de départ, un film d'arrivée et un nom de quête. Comme ça, voilà, et après, je jugerai de la difficulté de la quête et je la proposerai à différents cinéphiles aventuriers. Voilà, donc c'est un peu alambiqué au départ, mais vous allez voir en jouant, c'est très simple, vous allez très vite comprendre. Donc Guillaume. J'espère qu'étant le premier, t'as pas pris une quête trop dure. Si, j'ai pris une quête vraiment difficile, mais voilà, on va voir si tu vas surmonter le défi. Donc la quête a été envoyée par Emric. Merci Emric, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé cette quête. Elle s'intitule « 2 films qui m'ont marqué de SF ». Pas de SF d'ailleurs, je suis désolé du nom, j'ai un peu oublié le nom de la quête. Donnez-moi des noms de quêtes qui claquent, hein, ça m'aidera à m'en souvenir. Mais vu qu'il était pas sûr du concept, il m'a envoyé principalement la quête. Et donc la quête s'appelle « De Matrix au Dark Knight ». Donc on va partir de Matrix. Alors Matrix, pour cette émission, on utilise la carte de Movieland qui a été faite par David Honora, donc que Guillaume a chez lui, heureusement parce qu'on est chez toi, et que j'ai chez moi, donc on pourra en faire des épisodes un peu partout, c'est cool. Très beau travail de David Honora, je le remercie. Hein, le lien, si vous voulez vous renseigner sur la carte, est dans la description. Je suis pas du tout sponsor ou quoi, c'est juste que je trouve qu'il a fait un très bel outil et que j'ai envie de l'utiliser pour proposer cette émission. Donc on va partir de Matrix. Matrix se trouve tout au nord de la carte, dans les montagnes de science-fiction, les Sci-Fi Mountains, et tu dois arriver tout en bas dans la super vallée de Dark Knight. Pour ça, on va parler de 700 films en chemin. Voilà, exactement. Alors tu as 3 jokers. Oh la vache. Tu as le premier joker, c'est le fait de pouvoir me demander mon avis si j'ai vu le film. Si tu penses que j'ai vu le film, donc et que tu l'as pas vu, donc ça permettra peut-être de combler un trou. Mais bon, je pense que vu ta cinéphilie, tu devrais pas vraiment avoir besoin de moi, on sait jamais. Le deuxième, c'est carrément un joker où tu passes, tu sautes le film. Et le troisième, c'est tu peux te téléporter d'un film du même réalisateur. Oula. Ah, donc ça peut simplifier ta quête. Ah bah oui, ça. Voilà. En trichant bien, on va aller vite. Voilà, exactement. Donc c'est une émission un peu longue. Le but, c'est voilà, vous êtes avec nous, on va parler de différents films et c'est à la cool. Pas de pression. Va falloir que je regarde le trajet avant d'attaquer parce que ça va être. Donc Matrix, il commence dans la Sci-Fi Mountain. Tu as le choix de l'autoroute. Alors bon, Okay. beaucoup. Sachant que Sci-Fi Mountain, pour moi, c'est l'horreur absolue. Hein. J'ai vraiment du mal avec la science-fiction, donc je démarre mal. Ouais, oui. Alors là, tu vois, donc déjà, avant de choisir ton chemin, parle-nous de Matrix. Est-ce que tu as vu Matrix? Oui, j'ai vu Matrix. Ça parle de quoi, Matrix? Un petit résumé à chaque fois, bref. Ah bah ouais, alors un petit résumé, c'est dans un monde futuriste où des humains sont utilisés comme batterie pour les machines et en accédant à un autre niveau de réalité, un humain va essayer de sortir du conditionnement dans lequel il est pour se libérer. Je pense que c'est un bon résumé. Oui, écoute, donc réalisé par les sœurs Wachowski, voilà, qui ont fait toute une trilogie derrière. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec le reste, mais moi j'ai déjà du mal avec le premier, donc. t'as du mal, et toi, c'est pas un film que t'apprécies. Ouais. Bah, en fait, c'est le problème de Matrix pour moi, c'est que c'est comme beaucoup de films sous influence. J'avais vu les sources avant. C'est-à-dire que toutes les influences de Ghost in the Shell, etc. C'est quoi les influences précises? Je sais qu'il y a Ghost in the Shell clairement. Ah bah voilà, ouais. Alors après, il y en avait pas mal, hein, mais je les ai plus en tête parce que ça fait une éternité que j'ai pas revu le film. Mais c'est surtout effectivement Ghost in the Shell qui m'avait marqué parce qu'on Dark City un peu aussi. Oui, Dark City forcément. Ouais. Moi, je pense qu'il doit y avoir aussi un peu de. Et Dark City, c'était un autre problème parce que je crois que les sœurs Wachowski ont utilisé les lieux de tournage de Dark City et certains décors qui avaient été construits pour Dark City pour économiser pour leur film, et du coup il y a forcément des trucs qui se ressemblent très fortement. Ouais, non, parce que même dans les thématiques, le côté illusion d'un monde et tout ça, c'est vraiment, c'est très, enfin, il y a vraiment une similitude, quoi. Ouais. Et donc c'est pas un film que tu portes dans ton grand cœur de cinéma. Pas du tout, parce qu'en fait j'ai vraiment du mal avec la partie science-fiction du film. Je suis plus intéressé par la partie qui est censée être dans la matrice, donc la partie contemporaine, réelle.
où là effectivement bon le défouraillage où ils détruisent entièrement un lobby d'ascenseur, ça me va complètement, mais le reste je trouve pas ça du tout intéressant quoi. Et puis après voilà l'autre référence évidente c'est quand t'as bouffé du cinéma de Hong Kong pendant tout le milieu des années 90, t'arrives avec Keanu Reeves, il a fait tout ce qu'il pouvait, hein, mais bon, c'est pas un artiste martial à la base, quoi. On sent que pour ce film, il s'est préparé. Et quand t'as vu du Jackie Chan, du Sammo Hung ou du Bruce Lee, Jet Li, etc. C'est un peu dur de regarder des Américains se battre à l'écran, donc j'ai vraiment eu du mal avec le film. D'accord, alors le principe c'est que tu vas aussi devoir classer les films du meilleur au pire durant ton parcours, donc évidemment pour le moment... Peut-être falloir qu'on prenne des notes, parce que moi, ça peut être long. Ça apparaîtra au montage, mais oui, t'as peut-être raison, il faudra peut-être prendre des notes. Vous allez peut-être voir mais rien que pour moi, pour que je puisse avoir le... Oui, c'est pour ça, vous allez peut-être voir un ordinateur apparaître ou mon téléphone. Je me rôde, c'est un pilote. Donc Matrix, pour le moment, va être premier de ta liste, écoute. Ouais. Oui, pour le moment, il a du bol, il est 1 sur 1. Je vais attraper mon téléphone, comme ça je vais pouvoir noter. Et si on réussit en moins de 5, on gagne quoi? On verra si tu rentres dans le Guinness, enfin dans le... C'est-à-dire que là, t'as une quête... Dans la Guinness, ça me va. Non, là, t'as une quête de niveau 3, qui est quasiment une des plus dures, en termes de distance à faire. Ouais. Et donc, le but, c'est après, on compte le nombre de moves que t'auras fait pour le réussir, et... écoute, si t'en as pas beaucoup, tu vas être dur à battre. Donc tout va bien. Donc quel est ton move, après avoir vu Matrix? Tu as le choix entre... plusieurs films. Tu as le choix entre Robocop, tu as le choix entre Demolition Man, par un petit passage là, tu as le choix entre Ghost in the Shell, justement, et tu as le choix entre, je vois pas ce qui est marqué au-dessus, tu peux m'aider là? Reloaded, Matrix Reloaded. Matrix Reloaded, alors donc on va éviter là. Donc vas-y, quel est ton prochain move? Je vais descendre au sud, sur l'autoroute, en direction de Robocop. D'accord, donc parle-moi un peu de Robocop. Alors, Robocop, c'est l'histoire d'un policier grièvement blessé au cours d'une intervention de police qui participe à un programme expérimental où en fait, ce qui reste de son corps, c'est-à-dire pas grand-chose à part le cerveau, est intégré à une machine. Et c'est censé être l'avenir de la police à Détroit. Et alors, film de Paul Verhoeven. Film de Paul Verhoeven. En 1980 et des brouettes. Ouais, fin 80, ouais. Et donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Robocop? J'ai deux sentiments. C'est-à-dire, le premier souvenir que j'en ai, c'est que ça m'avait traumatisé. Je l'ai vu à la télé très jeune. Et la mort du policier au début est horriblement graphique. C'est vrai qu'elle se fait défoncer, quoi. Voilà. Et j'ai arrêté là. Et j'ai mis bon paquet d'années à y revenir, mais après effectivement c'est absolument superbe, c'est très bien fait, ça ne vieillit pas trop, c'est ça qui est toujours appréciable. Et puis après ça reste du film policier qui est plus mon univers que le film de science-fiction, donc ouais, c'est un film c'est vraiment un pur film de Verhoeven avec une vraie critique acerbe de la société, vraiment cynique. Il arrive à vraiment détourner certains codes aussi pour parler de l'Amérique et lui montrer un miroir un peu reluisant. Moi, la scène qui me marque, c'est celle de l'arme au début qui part en couille et qui défonce un bureau là. Ouais. Et toujours, je trouve que c'est une. De toute façon, oui, c'est aussi un des messages du film, c'est le fait que tout ce qui est société et corporation prennent la main sur toute la vie des villes et des humains qui y vivent. Donc c'est toute une vision de d'où on peut arriver si on fait pas attention, quoi. Très bien. Et t'as vu le remake? Oui. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup le réalisateur qui a fait des très bons films. Tropa d'élite. J'ai préféré le 2. J'osais pas dire. Ouais. Mais ouais, c'était du très très bon film, bien bourrin. Après, j'ai jamais été convaincu par Joel Kinnaman, mais à part dans les films qu'il avait fait en Suède, les Easy Money, qui étaient super intéressants. Non, le film se tenait, hein, dans la logique, il était plutôt bien fait. Les séquences d'action, Padilla est pas manchot dessus et ça se tenait vraiment bien et j'ai bien aimé, ouais. Moi, j'avais un peu de mal avec il y avait une histoire de simulation, tout ça, j'avais trouvé ça étrange, mais bon, peut-être que je le reverrai un jour, le remake. Donc, Robocop, tu le mets au-dessus ou en dessous de Matrix? Au-dessus. Vers où tu vas? On continue vers le sud, hein. Ouais. Ce serait con de revenir en arrière. Donc, on va arriver à Die Hard with a Vengeance. Die Hard with a Vengeance, donc Une journée en enfer. Une journée en enfer, le troisième film de la trilogie de
Oui, la trilogie, oui. C'est dur, mais il y en a 5 même. Donc, Die Hard with a Vengeance. Bientôt 6. Ouais. Ah, non. Si, c'est avec Bruce Willis. Ouais. Oh, l'enfer. Enfin, justement, l'enfer sur Terre, une journée en enfer. Réalisé par McTiernan, de nouveau. Oui, retour de McTiernan après le passage Renny Harlin. Ouais, pitch-moi le film rapidement. Alors, pitcher le film. En fait, un terroriste est en train de planter des bombes dans New York et envoie des gages à John McClane pour lui donner une chance de les désamorcer. Et en fait, tout ça est un plan pour se venger de John McClane et cambrioler la réserve fédérale. Et donc, toi, c'est un film que t'apprécies ? Ouais, super. Bah, de toute façon, c'est un des films qui a redéfini le cinéma d'action des années 90. Hein. Alors, pourquoi, par exemple ? Parce que j'entends ça souvent. Beaucoup. En fait, c'est la façon d'utiliser une ville comme acteur principal du film, en fait. Parce que il y a effectivement New York fait vraiment partie du jeu, en fait. T'aurais fait un film, le même film ailleurs, ça aurait pas du tout eu la même texture. C'est parce que c'est New York, c'est la façon d'affronter le métro, d'affronter les bouchons, de prendre le taxi, traverser Central Park, d'aller à Harlem au début. Aller à Harlem, c'est vraiment une cartographie de New York avec tous les inconvénients et les dangers que ça représente. Et c'est pas le premier à l'avoir fait, mais c'est un de ceux qui l'a fait le mieux. Ouais. Et le binôme fonctionne bien, non Ouais, très bien. C'est Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson et Bruce Willis, ouais. Et Jeremy Irons, c'est aussi impeccable. En méchant, c'est ça ? En méchant, ouais. Peter Gruber. C'est Peter Gruber. Hein, c'est le frère de Hans, ouais. qui se fait appeler Simon. Simon, parce que c'est Simon Says qui voilà. est Jacques Addy. Et ça c'est Jacques Addy. Et il s'appelle Jacques en français donc. J'ai pas regardé le film en VF. D'accord. Ça c'est une question conne. Et écoute, moi j'ai du mal à définir la patte McTiernan en termes de réal. Est-ce que tu arriverais à m'aiguiller un peu là-dessus ? Alors la patte McTiernan en termes de réal, là en fait il avait, je l'ai vu en masterclass à la Cinémathèque en parlant de ce film en particulier. Ah ouais, donc merci d'être là, c'est bien. Et donc pour lui en fait l'objectif sur ce film était de perturber le spectateur. Du coup en fait il cherchait à faire des effets de montage qui soient les plus violents possibles pour perturber le spectateur dans son confort du cinéma d'action traditionnel, où les plans s'enchaînaient bien, du coup il y a des cuts qui sont vraiment violents, et ça allait même jusqu'au point où, pour perturber le contrôle qu'il avait sur l'image, de temps en temps ça lui arrivait de foutre un petit coup d'épaule au Steadicammer. D'accord. Donc c'était vraiment de perturber le cadre pour rendre quelque chose de vraiment organique et qu'on puisse sentir. Et toi, tu dis que donc ça redéfinit le film de l'action des années 80. J'ai eu presque une certaine forme d'impression que ça l'a tué, quoi, moi. Mais parce que j'ai l'impression que ça a été le pic et qu'après il y a rien eu en termes de film d'action un peu urbain comme ça qui a égalé Die Hard dans le cinéma hollywoodien en tout cas. Hollywoodien, oui, je dirais hollywoodien, qu'on soit d'accord. Oui. C'est toujours le problème avec moi, c'est oui, non mais voilà, il y a même en Indonésie, ce qu'ils font avec les The Raid, c'est... Ah oui, c'est vrai. Mais voilà. Je parle dans le cinéma hollywoodien, et je pense qu'il s'est quasiment jamais relevé de Die Hard 3, quoi. Oui, bah après, le problème, c'est que du coup, le cinéma hollywoodien, qu'est-ce qu'il a retenu de Die Hard 3 ? Le filmage des séquences d'action caméra à l'épaule. Ouais, donc ça avec Bourne, voilà, des mouvements de caméra incontrôlés, on comprend rien à ce qui se passe à l'écran. McTiernan était le spécialiste du raccord dans le mouvement, et du coup quand tu fais ça avec une caméra à l'épaule et tu fais bouger la caméra n'importe comment et que tu essaies de raccorder dans le mouvement, t'arrives à Jason Bourne qui est absolument illisible. Ouais, ok. Donc toi tu le mets au-dessus ou en dessous Au-dessus des deux. Au-dessus des deux, donc toi tu préfères Die Hard with a Vengeance à Robocop et Matrix. Ouais. Ok, et écoute, tu vas où après ? Là j'ai plus trop le choix, hein. Je suis sur l'autoroute, je vais tout droit. Ah oui, donc tu te retrouves avec Dirty Harry. Non, True Lies. Ah bon ? Die Hard. Je suis ici. T'es là. True Lies. Ah, c'est bon ça, True Lies. Donc True Lies, réalisé par James Cameron. Eh oui. En 95, quelque chose comme ça. Basé sur un film de Claude Zidi. Tout à fait. Totale, c'est beau.
C'est beau. Et c'est beau. C'est marrant parce que pitch-moi le film, tiens d'ailleurs. Alors, pitcher le film, c'est un bon père de famille qui en fait s'avère être agent secret et il le cache à tout le monde et en particulier sa femme. Et donc, du coup, je sais plus comment ça se passe. C'est pour pimenter un peu parce que sa femme est à deux doigts de le tromper parce que justement il y a un concessionnaire de voitures qui drague sa femme en lui faisant croire qu'il est un espion. Et lui, pour pimenter un peu la vie de sa femme, il l'embarque dans une fausse aventure qui va se mêler avec une vraie enquête. Enfin, ils vont se retrouver kidnappés et partir après ça, avec une histoire d'avion nucléaire, vol d'avion par des terroristes. Dans le remake. Oui, dans le remake, on parle de True Lies. Est-ce que c'est donc c'est avec Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, ouais. Il y a aussi Bill Paxton. Bill Paxton, exactement. Tia Carrère. Ouais, Tia Carrère, il y a du monde. Et Tom Arnold aussi, qui reprend le rôle d'Eddie Mitchell. Ouais. Tom Arnold, c'est ça, et la fille, c'est celle qui jouait dans Buffy, là, qui jouait l'autre chasseuse de vampires, qui a joué dans Dollhouse aussi, je crois. Eliza Dushku. Je crois que c'est elle. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de True Lies, pardon? Ça fait partie des films où je suis obligé d'aimer. C'est mes petites Madeleines de Proust, c'est les films que j'ai vus. J'avais 15 ans, c'est les premières séances où je vais au cinéma avec mes amis et Schwarzenegger, c'était le cinéma d'action personnifié et j'étais grand fan à l'époque et j'en garde toujours un très bon souvenir. C'est peut-être le dernier grand film d'action de Schwarzenegger, non? En termes de film d'action, quoi. Ouais, probablement. Ouais, il arrive vraiment vers la fin. Je vois pas ce qu'il a fait d'autre après, parce que il a peut-être fait, je me rends pas compte, le truc où il a 2 fusils et tire sur tout le monde, là. Le passif Non, l'effaceur c'était avant. L'effaceur c'est avant. Je crois, je sais plus. Oui, peut-être juste après, mais bon, ouais, Chuck Russell, c'est pas James Cameron. Oui, voilà, c'est ça. Non mais voilà. Donc je pense que c'est son dernier grand film. C'est vrai que c'est drôle parce que c'est vraiment un remake assez fidèle sur le milieu du film. Sur le début, c'est une scène d'action dantesque dans la neige où il s'infile dans une soirée. Où Schwarzenegger parle français. Ah bon? Il faut le revoir. Le problème, c'est qu'on a toujours pas le Blu-ray n'est toujours pas sorti. Oui, mais il faut le revoir parce que Schwarzenegger essaie de parler français. On voit que c'est de la phonétique. C'est à mourir de rire. Dès qu'ils essayent, genre Brad Pitt dans le dernier film de Zemeckis là. Non, je suis pas d'accord. Il a fait un très bon boulot. Brad Pitt dans Allier là où il parle québécois. Non. Ça mourir de rire, moi je trouve. Non, il a fait un très bon boulot. on peut pas demander à un Américain de parler comme Jodie Foster, c'est pas possible. Non, mais en fait, je trouve que c'est bien qu'il le fasse, mais dans le film c'est pas crédible quoi. Enfin, moi ça m'a pas dérangé, je passe outre. Mais il y a un manque de crédibilité. Non, mais le seul truc qui est pas crédible, bon, on va pas dériver sur Allier pendant des heures, mais le seul truc qui est pas crédible, c'est que il y a des gens qui s'adressent à lui en lui disant qu'il a un accent parisien, ce qui est pas le cas. C'est le seul truc qui fait déraper le film, mais sinon, si on enlève cette phrase-là, le film, franchement. Ah, mais non, mais moi, c'est juste cette phrase, c'est ça qui est pas crédible, c'est juste le fait que les gens se rendent pas compte qu'il a un accent, genre, voilà. Et après, je suis d'accord avec toi que c'est bien qu'il parle français dans le film et que ça crée une espèce de cohérence. Bon, on a dérivé sur Allier. Revenons sur True Lies. Oui, donc je disais que le début et la fin, c'est vraiment on sent que les 100 millions de dollars étaient là. Et le milieu, 130 déjà. Voilà. Et le milieu, par contre, c'est assez fidèle avec la totale. C'est vraiment toute cette histoire avec le mec. Toute la mise en place, en fait. La mise en place du conflit de couple et tout ça, c'est très très proche de la totale. Et par contre, au début et à la fin, là, c'est du Cameron pur jus. Alors, tu mets où dans la liste là, je peux pas être objectif, donc je le mettrais juste derrière Die Hard. En dessous de Die Hard, au-dessus de Robocop. De toute façon, le but, c'est c'est ton avis, hein. Donc, Kill Bill, on arrive sur Kill Bill volume 1 et 2. Alors, ils les ont mis ensemble. Moi, j'avoue que j'aurais peut-être séparé parce que... C'est parce qu'à la base, c'était un projet d'un seul film de 3 ou 4 heures, en fait. D'accord. Bon, on va juger les deux. T'as vu les deux? Oui, bien sûr. Donc c'est bon, donc on va juger les deux. Moi, j'avoue que j'ai quand même une tendance à préférer le 1, mais je trouve que les deux sont complémentaires et aussi. Donc tu vas nous en parler. Ça parle de quoi, Kill Bill? Kill Bill. Donc on suit Béatrix Kiddo qui se réveille. Alors d'ailleurs, je te coupe tout de suite, mais pourquoi il bip son nom pendant une partie du film? Ça m'a toujours surpris. Genre la toute première partie on bip son nom et c'est un truc qui n'a totalement aucun sens. C'était pour le suspense parce qu'en fait quand Bill, je crois que c'est son nom. Il s'appelle Kill Bill. Oh voilà oui. En fait pendant tous les flashbacks il l'appelle Kiddo. En fait
on sait pas que c'est son nom. D'accord. C'est fillette ou enfant en américain. Et du coup, en fait, il joue sur le double sens du mot. Et du coup, en fait, il voulait pas donner son nom. Parce qu'en fait, on savait son nom depuis le départ, sauf qu'en fait, on avait l'impression que c'était un surnom, quoi. D'accord. Faudrait que je le revoie avec ça en tête. Et donc, fini le résumé, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, elle se réveille d'un long coma, et du coup, va partir à la chasse de tous ceux qui ont essayé de la tuer. C'est ça. Donc, c'est vraiment un revenge movie pur et dur. Mais fait à la Tarantino, comme une liste de courses, de morceaux ou une liste de courses, ouais. Moi, c'est un de mes Tarantino préférés, je pense. Franchement, je trouve qu'il est, parce que là, le mien, ce sera le prochain. Ah ouais, celui qu'il a fait après? Non, celui qui est sur le chemin. Ah, d'accord, très bien. Parce que c'est ça mon raccourci. Ah, bon, super. Mais bon, déjà, moi je pense que celui-là, c'est un de mes préférés. Qu'est-ce que toi t'en penses de Kill Bill? Alors, Kill Bill, bon, je vais pas... Le genre de film me convient mieux. C'est aussi référencé que Matrix, mais c'est mieux intégré. Déjà, on va dire que j'ai peut-être le sentiment que c'est un poil plus hommage que Matrix, parce qu'il y a des choses, c'est vraiment plagiat. Par exemple, la fin, c'est Lady Snowblood, c'est... Oui, voilà, oui. Mais c'est tellement évident que... pareil, ça se questionne, quoi. Le survêtement qu'elle a, c'est celui de Bruce Lee dans le jeu de la mort. Mais du coup, bon, elle fait pas une séquence de kung-fu, elle se bat avec des sabres, tout est... C'est du clin d'œil, mais c'est réutilisé avec du vrai cinéma derrière. Ouais, je veux pas dénigrer les sœurs Wachowski, loin de là, mais ça paraît plus intégré à la démarche artistique de Tarantino. C'est mieux digéré, quoi. Il y a vraiment une espèce de... digéré, ouais, plus ou moins, parce que chaque séquence fait tableau. J'ai vu tel film, regardez, je vous le mets comme ça, et puis... donc mais bon, ça participe aussi du projet du film, c'est-à-dire que chaque personne qui va tuer, il y a une atmosphère, il y a une référence à un cinéma, donc c'est une autre façon de voir la référence ou l'hommage. Ouais, c'est vrai, quand tu mets les deux côte à côte, ça n'arrête jamais, quoi. C'est constant les références, parce qu'il y a les films de sabre dans le premier, il y a du western dans le deuxième, il y a même un film de zombies quand elle ressort de sa tombe. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment un nombre incalculable. Le film de Kung Fu quand elle s'entraîne avec Pai Mei, je crois. Totalement, exactement. C'est vraiment je trouve que la séquence où elle défonce les 98, les 88 Crazy, quoi, je crois que c'est ça. Ouais. C'est une séquence d'action moi, pour ça, au cinéma, j'avais pris une espèce de claque dantesque, quoi. Ouais, j'ai toujours, alors je sais pas si, y a des gens qui l'ont vu, mais il y avait une rumeur comme quoi, les Japonais avaient eu droit à la version en couleur. En couleur, c'est ça. Ouais. En couleur, ouais. Parce que du coup, c'était trop graphique pour les Américains. Au début du DVD, il y avait une rumeur comme quoi les Japonais avaient eu ce cut en DVD, mais j'en ai jamais entendu parler depuis, et c'est le genre de truc qui aurait dû ressortir dans un coffret collector ou autre, mais... Moi, ça me dérange pas le noir et blanc à ce moment-là, mais bon... Non, mais ça rend stylé, mais après, effectivement, il y avait un tel travail de Richardson sur la photo, je pense que en couleur, ça aurait pu donner aussi... Il y a une séquence d'animation aussi que je trouve extraordinaire. Ouais, Studio IG, je crois. Je crois, qui est dantesquissime, pour un flashback. Mais c'est aussi un film qui a une construction, je ne m'ennuie jamais, quoi. C'est vraiment cette construction en plusieurs chapitres, où tu reviens avec des personnages, c'est le style de Tarantino. Je pense qu'il a très peu de récits qui sont... il en a quasiment aucun, linéaires, qui sont linéaires. Il a toujours envie de garder l'intérêt du spectateur, justement en mélangeant toute la narration, histoire de se demander on en est où dans l'histoire, et du coup au lieu de s'endormir dans son fauteuil, on est actif et on se demande où on en est, où on va. Ouais, moi ça a été une énorme claque, j'adore la BO aussi, je trouve qu'il y a la musique de téléfoot dedans. Ouais, forcément, ouais. Non, mais même le sifflotement, c'est un sifflotement qui m'a marqué à mort. Il y a la musique, elle vient de là. Elle vient de quoi? C'est de quel film? Battles Without Honor Humanity de Kinji Fukasaki. Le sifflement, il vient de là? Non, je sais plus quel morceau, mais il y a des morceaux qui viennent de... Il y a aussi le groupe japonais là qui joue... Oui, ça c'est autre chose, ouais. J'adore la BO de ce film, donc où tu le mets Kill Bill? Le 1 et le 2. J'ai plus le 1 en tête que le 2, moi, finalement. Moi aussi, mais le 2, en fait, est très bien, mais faut aimer le western déjà, surtout le spaghetti, et par contre, c'est le point que je voulais retenir sur le deuxième, c'est que
tu passes, quoi, 4 heures à te présenter le pire des enculés du monde. Ouais. Et à la fin, t'as une séquence de dialogue qui dure 20 minutes et t'as plus envie qu'il meure. C'est quand même là, rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil. Ouais, non, c'est totalement vrai. Ouais, putain. C'est vrai que Bill, je trouve ça fort, moi, tu iconises un personnage et c'est vrai il y a un côté vraiment genre, ah non. Et juste par du dialogue. C'est par, voilà, il fait le papa poule, enfin, il y a vraiment un côté, ouais. Non, c'est vraiment, il a pris ce que j'aime bien avec Tarantino, c'est que mine de rien, il est audacieux, quoi. Il y a vraiment une forme d'audace, quoi qu'il arrive. Il va pas là où on pourrait s'attendre, où son histoire irait naturellement, et il fait des choix que seul lui serait vraiment capable de faire, et moi, pour ça, je le remercie beaucoup. En tout cas. Alors, donc, tu le mets où dans ta petite liste? Je le mettrais entre Die Hard et True Lies. Die Hard et True Lies. Ouais, Die Hard. Ça me paraît être une très très bonne place pour Kill Bill total. Alors, tu m'as dit que tu utilisais un Joker? J'utilise le raccourci réal. Le raccourci réal. Oh bah oui, je vois où tu vas aller. Bah oui. Donc tu te téléportes directement de Kill Bill à Pulp Fiction, qui est à la frontière du film noir Forest. Ça, c'est mon terrain, ça, c'est... Ah oui, t'aurais pu traverser la forêt, mais... Écoute. Ouais, mais bon, là, j'ai vu la ligne droite, je vais y aller, mais effectivement, il faudra qu'on refasse une exploration, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Donc, Pulp Fiction, écoute, tu arrives plus proche du but, là, quand même. Pulp Fiction, réalisé toujours par Tarantino, logique, voilà. C'est ton Joker. Parle-moi un peu de ce film. Palme d'Or à Cannes, 94. De quoi ça parle déjà? Présidé par Tarantino, Clint Eastwood à l'époque. Donc ça parle de quoi? Ah, il est pas évident. Ouais, non, c'est pas évident. Alors, c'est l'histoire de quoi? L'histoire principale, ça doit être... Deux tueurs à gages qui doivent... Non, l'histoire principale, moi, je serais parti de Bruce Willis, parce qu'après, c'est les tueurs à gages qui partent un peu à sa poursuite. Ah ouais, moi je serais parti d'abord de Vega et Jackson, là. Pour moi, c'est deux tueurs à gages qui doivent effectuer un contrat, et que... oui, mais ils doivent effectuer le contrat parce que Bruce Willis s'est barré... Non, parce que le premier contrat, quand ils vont dans l'hôtel, défoncer Marvin et tout ça, c'est... mais ça, c'est de la côté, pour montrer qu'ils sont tueurs à gages, mais... Pour moi, l'histoire principale vient de Bruce Willis, le fait que... en fait, il est censé se coucher sur un combat de boxe, qui se couche pas, il défonce le mec, il le tue carrément, et du coup il se barre avec comme il avait parié sur lui, il se barre avec énormément de pognon, et il est poursuivi par le mec qui avait organisé le combat truqué, qui est Marcellus Wallace, et du coup Marcellus envoie ses tueurs à gages à la poursuite de Bruce Willis. Ouais, mais ça c'est la fin en fait. Enfin vraiment, hein. Ça c'est la fin du film. Hein. Oui, mais le film est pas dans l'ordre. Non, mais déjà... je veux dire, c'est la fin de la chronologie, ça, vraiment. Parce que le principe c'est que pourquoi il y a qu'un seul tueur à gages qui va tuer Bruce Willis, et pourquoi il se fait tuer parce qu'il justement il est tout seul. Parce que il s'est passé ce qui s'est passé dans la pièce avec Marvin. Mais c'est ça qui fait la richesse du truc. Mais la raison qu'on a des tueurs à gages, c'est qu'il y a Bruce Willis. Oui, c'est pas faux. Pour moi, c'est cette storyline duquel découle tout le reste. Mais... Avec la fameuse montre. Putain, qu'est-ce que c'est énorme comme film. Voilà. J'ai eu la chance de le revoir au Fauvette l'année dernière, tout seul dans la salle, vraiment genre le rêve, quoi. Le rêve. C'était magnifique. Donc toi t'en penses quoi de Pulp Fiction? C'est un chef-d'œuvre, hein, franchement. C'est un des films qui m'a le plus impressionné quand je l'ai vu et qui me réimpressionne à chaque fois que je le vois. Je ne m'en lasse pas. On a rarement eu un casting aussi beau. Oui, c'est clair. Ouais, je pense qu'il y a pas une... Si, il y a un acteur qui est pas bon dedans, c'est le réalisateur. C'est vrai que c'est le seul qui est faible. Mais derrière, tous les petits rôles sont absolument incroyable. Iconique, tout de suite, The Wolf, voilà. Wolf, tout de suite, le mec a un nom qui claque, il débarque, il sauve, il bouffe la scène. Non, c'est fou, c'est fou. C'est vrai que ça fait... Et puis, il y a des audaces de mise en scène dedans, tout y est. Et l'art des dialogues aussi, quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment, il pose son style immédiatement, quoi. Enfin, il l'avait déjà posé avant, je trouve, mais là, il est moi, c'est pas mon préféré, parce que, je sais pas, il m'embarque moins que les autres finalement, mais après je trouve mais moi je suis plus fan de films noirs, etc. Donc pour moi c'est le film indépassable de Tarantino, quoi. Ah ouais,
Mais même il y a des histoires de fous, quoi, la montre dans le cul. Enfin, c'est une séquence de malade, quoi. Enfin, ouais. Bah, c'est vrai que un dialogue avec une caméra placée bas à face cam pendant 5 minutes, où il y a juste Christopher Walken qui parle, dans n'importe quel film, tout le monde s'endort devant. Mais là, c'est fascinant. Ah ouais, non, mais parce qu'il est parfait ce dialogue, quoi. Enfin, tu voyages et puis c'est Christopher Walken. Ouais. Oui, voilà, exactement. et ben d'ailleurs, c'est marrant. Si t'as des bons dialogues et que t'as pas de bons acteurs derrière... C'est marrant parce qu'hier, j'ai enregistré une vidéo du CCU, donc sur la grammaire cinématographique, et il y a un petit moment, on n'a pas trop eu le temps parce qu'on arrive au bout de la vidéo, mais on parlait des accessoires qui nous ont marqués. Et Pulp Fiction, il y en a quand même 3 dedans, qui pour moi sont des accessoires qui m'ont marqué ma cinéphilie. Il y a la mallette, qui est cette fameuse mallette où on ouvre, il y a toujours une lumière jaune et tu sais jamais ce qu'il y a dedans, et c'est quelque chose de, enfin, tu vois, de mythique. La rumeur est que c'est l'âme de Marcellus Wallace. L'âme de Marcellus Wallace, quoi, mais qui aurait vendu au diable, quoi, grosso merdo. Mais oui, voilà, c'est une rumeur, mais c'est vrai que c'est quelque chose de fort. Il y a la montre, qui est quand même qui est un élément hyper important du film aussi, quoi, et qui a toute une histoire derrière qui crée cette séquence de fou. Et moi, il y a le portefeuille de Samuel L. Jackson. Oui, le bad motherfucker. Voilà, qui est d'un coup qui arrive à un moment où le mec dit, filme mon portefeuille, c'est celui marqué bad motherfucker, ça déstabilise encore plus le mec qui est dans une situation de Tim Ross, qui est dans une situation de merde, et le personnage de Samuel L. Jackson, il prend encore un cran, quoi. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une utilisation pareil de choses qui n'ont pas l'habitude d'être marquantes dans le cinéma. Moi j'aurais rajouté un autre truc. Le sabre à la fin? Non, pas le sabre. Plus discret mais plus important. Ah bah vas-y, c'est quoi? Le milkshake. Ah, le milkshake. Ouais, c'est rien que cette scène. Ouais, mais c'est vrai qu'il revient tout le temps. Le fameux milkshake à combien? 5$? Ouais, 5$, un truc comme ça, ouais. Ouais, le fameux, putain. Eh oui, j'étais en étranger, parce que maintenant c'est 7$ un milkshake. À Paris, c'est 8€ un milkshake, donc bon. Donc après Pulp Fiction, et d'ailleurs, tu le mets où, Pulp Fiction? Ah bah, au-dessus. Tout en haut? Ouais. Pour toi, c'est du lourd. Il va pas rester longtemps en haut, mais il est en haut. D'accord. Bon, alors, super, Pulp Fiction. Donc, après Pulp Fiction, tu vas où? Là, t'as plusieurs chemins, tu peux passer par là. On va partir vers l'ouest, hein, sur l'autoroute. Ah, donc Miami Vice. Ouais. Je pense que c'est Michael Mann. Ouais. Ça parle de quoi? C'était la série, sinon. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est l'adaptation de la série, où on suit, en fait... Deux flics à Miami, en français. Oui, Deux flics à Miami, où on suit deux détectives Tubbs et Crockett, qui sont souvent infiltrés, en fait, dans... les cartels, dans tout ce qui est cartel, pas forcément les cartels. Ils sont rapprochés de tout ce qui est drogue, etc. Mais ils sont pas infiltrés directement dans les cartels. Et donc ils se retrouvent face à une énorme affaire. Et là, par contre, effectivement, ils vont avoir besoin d'aller plus loin qu'ils sont jamais allés dans leur investissement undercover. Alors ça, toi, c'est typiquement le genre de film que t'aimes bien, je pense. C'est un de mes films préférés de très loin. Ouais, parce que moi, j'avais beaucoup de mal avec... Ce film est magistral, du début à la fin. J'ai essayé de le revoir récemment, je me suis rendormi devant, mais ça m'arrive souvent. Mais je l'ai vu au cinéma, j'avais été assez déçu, moi. Parce qu'il y a mais parce qu'il faudrait que je le revoie, parce qu'il y a un détail qui m'avait énervé. Pour moi, il y a une incohérence. À l'époque, je m'en souviens plus, je l'ai vu en salle, il y a vraiment quand c'est sorti, je crois que c'est sorti en 2003 ou un truc comme ça. Il y avait une incohérence énorme. Il y a un moment, le film ne tient pas debout, avec une histoire de mec qui balance, une espèce de balance qui fait un truc, enfin bref, il faudrait que je le revoie, ça n'a pas de sens, mais je sais que le film a une grosse incohérence. Il y a deux choses en fait à faire, c'est que la première affaire, c'est de regarder le film dans la version cinéma, et ensuite de regarder la version étendue, l'extended cut de Michael Mann, puisque c'est pas une director's cut. Mais en fait, ça rajoute tous les morceaux qui permettent de faire le lien dans le film, en fait. Alors c'est peut-être ça qui me manquait. Ça explique quelques zones d'ombre, ça rajoute surtout la magnifique séquence en hors-bord au début, dans la baie de Miami, qui avait aucun intérêt au niveau de l'histoire, donc ils l'ont fait sauter. Mais du coup, en fait, ça permet de mieux huiler le film, et après, une fois qu'on a vu cette version longue, on peut l'oublier. D'accord. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Le film original, pour moi, reste la version de référence. Ouais, c'est un peu comme avec Aliens, quoi. Bon, genre, une fois que t'as vu ce qu'il voulait te montrer en plus, tu peux... Voilà, c'est-à-dire que tu l'as dans un coin de ta tête, tu sais pourquoi ils font les choses, tu sais qu'il se passe tel et tel événement en coulisses, mais le film, dans sa version plus courte... Il est plus efficace. Bah, aussi bizarre que ça puisse paraître, il est plus atmosphérique. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, ils ont coupé toutes les séquences de dialogue et d'action, et ils ont rajouté de la longueur dans la version courte. D'accord.
C'est super paradoxal, mais du coup c'est pour ça aussi, en fait, le film ne se laisse pas apprivoiser. Faut vraiment aller le chercher, en fait. Ouais, c'est un peu le sentiment qu'il m'avait donné, moi. C'est un film qui est assez âpre, qui est très beau, Ouais. mais où les personnages sont pas forcément hyper attachants. Et puis moi j'en avais discuté énormément avec un copain qui est policier et fan de montres, et en fait à force d'en discuter avec lui, on s'était aperçu qu'en fait il y a des moments clés dans le film qui se passent sur 2 plans qui font moins de 2 secondes et qui te définissent tout le film. L'exemple que j'ai en tête en particulier, c'est quand ils vont à la rencontre du chef du cartel. Donc c'est à Cuba, si je m'abuse. C'est ce moment à Cuba ou pas? Non, c'est pas à Cuba. À Cuba, il y va que avec la femme du chef. Là, ouais. Non, là ils vont carrément. C'est Medellin. C'est. J'ai vraiment un mauvais souvenir de ce film, d'accord. Ils vont à Medellin. Et du coup, en fait, ils se retrouvent dans une zone où, en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont débordés par la technologie du cartel, puisqu'en fait, ils se font amener sur place, et ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a des brouilleurs de téléphone, etc., que des technologies qui sont qui appartiennent à l'armée, et que du coup, les trafiquants ont, et que eux n'ont pas. Donc en fait, ils s'aperçoivent que en allant à ce rendez-vous, ils peuvent essayer de les avoir par la technologie, ils n'y arriveront jamais. Donc, là, Sonny Crockett, qui est joué par Colin Farrell, a qu'une seule solution, et on le voit dans 2-3 plans. Quand ils sont dans la voiture, il y a donc le chef du cartel et sa femme, et il y a 2 plans qui montrent le chef avec sa montre, sa femme avec sa montre. Ils ont la même montre homme-femme. Et du coup, en fait, après on a le regard aussi, le contre-champ sur le regard de Crockett qui voit ce genre de détails et qui se dit, bon bah voilà, il y a un attachement fusionnel entre les deux, on les aura pas par la technologie, on les aura par les sentiments. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il décide sciemment d'aller chercher Gong Li pour essayer de l'avoir par ce biais-là. Et après, du coup, on se retrouve avec des dialogues à la fin quand ils vont faire le flag à la fin, où il y a Tubbs qui lui demande « Mais est-ce que t'es prêt à ce que tout s'effondre et que toute la vérité soit mise au grand jour ?» Et l'autre qui fait « Je pensais que je l'étais, mais non. » Parce qu'en fait, il s'est fait lui aussi embarquer, croyant pouvoir maîtriser ses sentiments, il s'est fait embarquer aussi, et en fait, tu t'aperçois que tout le monde a perdu le contrôle au fur et à mesure dans le film. C'est des détails, c'est vraiment 3 plans éparpillés dans le métrage, mais rien que tout ça, c'est magistral. Bah écoute, moi il y a un truc qui m'avait aussi marqué, c'est le bruit des balles. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu des fusillades, même dans Hit. Hein. Ça arrivait après Hit quand même. Hein, mais... Ouais, mais pour moi, après j'ai pas vu Hit au cinéma, donc voilà, mais là ça m'avait, j'ai jamais eu des bruits de fusillade comme ça. Quoi. Après, en particulier, tu penses, j'imagine, à la fin, oui, d'accord. Je pensais par exemple au premier meeting entre les policiers infiltrés et les white supremacists. Ouais. Où là, par exemple, ils ont fait du tir à balles réelles sur la bagnole avec des mannequins. D'accord. Ah ouais, et là, là, les dégâts sont à balles réelles, en fait. Ah ouais. Et la caméra, ils ont réussi à tirer à côté, mais s'ils avaient eu plein cadre, ça aurait fait moche. Ça aurait fait, ouais. Non, il y a un souci du détail. Bah, pour moi, c'est insurpassable. Miami Vice, moi, c'est... Ah ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est vrai que tu m'as donné envie de le revoir, parce que je l'ai vraiment pas revu depuis longtemps. Et donc, je vais me faire la version longue, histoire de voir, et je me referai... potentiellement la version courte après. Donc après Miami Vice, t'as pas le choix. Ah si, t'as le choix. Tu peux aller voir Goodfellas ou Live and Die in LA. On va continuer vers l'ouest. Hein. On va aller à To Live and Die in LA que je n'ai pas vu. Donc vas-y, je te laisse un peu m'expliquer, me raconter sans me spoiler. D'ailleurs, je peux spoiler, je m'en fous. Alors, on a un trafiquant qui essaie de faire de la monnaie de contrefaçon, donc un spécialiste de tout ce qui est gravure et qui crée des plaques pour pouvoir imprimer des faux billets. C'est un William Friedkin, hein. William Friedkin, oui, tout à fait. Le réalisateur. Voilà, oui. Et du coup, le trafiquant est joué par, je vais plus retrouver son nom, le bouffon vert. Ah oui, William Dafoe. William Dafoe, voilà.
Et du coup, il y a des policiers qui sont sur sa trace et qui vont essayer de mettre à mal son trafic. Et le policier est joué par William Petersen, qui jouait aussi dans un film de Michael Mann qui s'appelait Manhunter, le sixième sens. Ouais, le fameux Silence des agneaux avant l'heure. C'est ça. Ouais. Oui, c'était une adaptation d'un autre bouquin de Thomas Harris. Ouais. De Dragon Rouge, ouais, normalement. Ouais. Ok. Donc, écoute, t'en penses quoi? Superbe. Un grand polar typé années 80 avec beaucoup de néon, un style visuel fort. Et Friedkin qui n'a pas perdu toute son énergie et sa nervosité depuis French Connection. Et là, on a une fois de plus une séquence de poursuite d'anthologie en bagnole, c'est incroyable. Ouais, mais je sais qu'il fait partie des films que je dois absolument voir, celui-là, parce que... Et il y a une très belle édition qui a été ressortie par Carlotta récemment, en collector. Donc ça va être la bonne occasion, je pense que je vais me le prendre, parce qu'honnêtement, c'est un classique dont beaucoup de gens m'ont parlé, et qu'il faudrait que je vois. Où tu le mets dans ta liste, toi? Je pense qu'il va finir juste derrière Die Hard with a Vengeance. Ah, il est en dessous de Die Hard with a Vengeance. Oui, parce que ça reste... c'est un excellent film, mais ça reste du cinéma calibré. C'est du cinéma sans surprise, c'est du cinéma policier tel qu'on en faisait d'habitude. Et même si c'est très bien fait, je vais pas spoiler certains éléments, mais le film n'atteint pas le statut de référence insurpassable. C'est ça, je le mettrais plus à French Connection. D'accord. Écoute. Donc, écoute, ça fait un bon petit parcours pour le moment. Tu as le choix entre aller, mais bon, ce sera un peu je vais me diriger plutôt vers le sud, vers la destination. Ouais. Hein. Donc, c'est The Departed de Martin Scorsese, remake de Infernal Affair. Ouais, d'Andrew Lowe. On va déjà dire de quoi ça parle. Alors, de quoi ça parle? C'est un high concept, hein, c'est vraiment un high concept à la base. Oui, c'est un high concept, c'est-à-dire qu'en fait, on a un jeune brigand et un jeune policier qui sont tous les deux infiltrés dès leur plus jeune âge dans les institutions opposées. Ouais, donc on a un jeune policier qui était en académie qui se fait virer pour aller intégrer les gangs de Boston. Oui, de Boston, oui. Parce qu'on est dans le... Non, j'ai du mal. Mais je sais, moi aussi, je voue un culte à l'original. Bon, et je supporte pas The Departed. Moi, j'aime beaucoup The Departed, mais rien à voir avec le culte que je peux avoir pour le premier. Voilà, c'est ça. 1 et 2, hein, parce que... Oui, le 3, ils font revivre le personnage. Pour moi, tu peux pas regarder Infernal Affair si tu regardes pas le 1 et le 2 en même temps, en fait. Ah oui, non, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, le 2, pour moi, est largement mieux que le 1. Enfin, pour moi, le 2, c'est un monument déjà, enfin... Faut les deux, moi je peux pas les séparer. Forcément, le 2, tu le comprends pas si t'as pas vu le 1, de toute façon, parce que... Ouais, mais le 1 a quelques moments mémorables, comme quand il y a, je crois, c'est Tony Leung qui tape contre la vitre et il y a un capteur de l'autre côté qui permet à Anthony Wong d'avoir le morse dans une scène de tension absolue où il se fait péter son plâtre. Enfin bon, moi je parle du film original, on va parler de The Departed. Non, mais c'est sûr que c'est un moi je trouve que Scorsese a fait une belle adaptation en termes on va dire de mise en place du lieu, de prendre la mafia de Boston, de créer cette atmosphère de la ville, de mettre Jack Nicholson dans ce rôle du patron de la PEG locale. Je trouve vraiment que moi j'ai vraiment adhéré au délire. Mais après, oui, ça reste un remake, quoi. Donc, si t'as vu l'original et que t'as un amour d'original, tu peux être un peu... Le problème que j'ai, en fait, avec The Departed, c'est que, pour moi, on perd toute la finesse du jeu de l'original. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'original, c'est deux camps qui jouent aux brigands et aux policiers. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ça. Ils ont la notion de jeu, c'est-à-dire que même quand ils se retrouvent en interrogatoire, les deux responsables de chaque côté se parlent comme s'ils savent que de toute façon, il y en a un qui est là pour l'arrêter, l'autre et il sait qu'ils ont commis des crimes, mais ils ont aucun moyen de le prouver. Et c'est un jeu entre les deux. On voit dans les épisodes suivants qu'ils se connaissent déjà depuis longtemps, et pour eux c'est un jeu. Sauf que c'est un jeu avec des enjeux qui sont démesurés.
Bah, le titre porte bien le truc, quoi. Et, Infernal Affair, voilà, et du coup, en fait, c'est ça qui me désole un peu dans le film de Scorsese, c'est que il l'a pris très premier degré et qu'il a poussé tous les curseurs à 110%. Et ça veut dire que, bah, du coup, ça perd toute finesse, c'est bourrin au possible. Je veux dire, je supporte pas Jack Nicholson dedans. Ah ouais. Il en fait des caisses, hein, j'en peux plus, quoi. Et même pareil, DiCaprio, ce que Tony Leung arrivait à faire passer juste par son langage corporel, DiCaprio est obligé de se prendre les mains dans la tête dans les mains, en faire des caisses. J'arrive pas à adhérer en fait au projet en fait. Bah écoute, c'est tout à ton droit. Moi j'avoue que ça fait partie des films récents que j'ai revu il y a pas longtemps. Et que honnêtement j'aime bien. Enfin voilà. Mais je suis d'accord que ça n'a pas lieu d'être par rapport à la comparaison est forcément moins bien que Bon après on sera les seuls à penser ça hein, mais. Ah non je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Infernal Affair. Hein. Franchement, mais moi le 2 Infernal Affair c'est tellement bah moi pour parler rapidement en personnel, mais moi le baron dans Devil Town c'est Infernal Affair 2 quoi. Enfin c'est ce personnage est bâti sur ce principe-là quoi. Enfin vraiment c'est un détail, mais c'est un film qui m'a vraiment, vraiment marqué personnellement. Quoi. Je me suis fait les 3 en une nuit quand j'étais ado. Et bon, le 3 il est horrible, parce que il est pas logique. Enfin, ils refont vivre il y a quelques éléments qui sont intéressants, mais c'est l'épisode de trop. Oui, mais, totalement. Mais les 2 premiers, c'est juste... Mais ça correspond aussi à une époque du cinéma de Hong Kong où, bah, quand tu faisais un succès, ils arrivaient à faire des séries de 9 films en 2 ans. Ah ouais. Oui, c'est un peu beaucoup. Ouais, non, à l'époque, ils étaient... dès qu'il y avait un truc qui avait du succès, ils embrayaient directement et ils te sortaient un film tous les 3 mois. Bah alors, tu le mets où Tout en bas. Tout en bas. Ah ouais, sans hésiter. Donc The Departed, qui a quand même eu l'Oscar, hein, donc il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film-là, Scorsese. Ouais. Bah, fallait lui donner, il pensait qu'il allait peut-être moins vite, il aurait pu... Ouais, c'est dommage. Ouais. Et voir ça et penser que... bah je crois que, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que Gangs of New York a obtenu le record du nombre de nominations pour un film qui n'a obtenu aucun Oscar. Moi j'ai un peu de mal avec Gangs of New York, mais bon. Bah moi je le trouve 10 fois plus beau. Ouais, moi c'est mon Scorsese préféré, c'est Casino de très loin. Donc c'est comme ça. Hein. Les goûts et les couleurs. Hein. Alors là, t'as 2 choix. Soit tu peux te taper une espèce de ligne de Batman où il y a plus de films, soit tu peux dévier par là. Où tu peux voir Super, Logan, X-Men et tout. Je vais quand même partir... Vers les Batman. Ouais, je pense, parce que... le premier... J'ai pas envie d'être méchant avec les films X-Men, et je pense que je pourrais pas m'en empêcher, donc on va rester sur... Donc le premier, c'est... Donc là on est dans la super-héros valley, hein, enfin Super Valley. Donc on arrive dans les films de super-héros, et le premier, aussi improbable que ça puisse paraître, c'est Hancock avec Will Smith. Voilà. Donc pitch-moi rapidement Hancock. Hancock, un super-héros dépressif parce qu'il a l'impression qu'il est le seul super-héros et qu'il en a plus rien à foutre. Et puis, bah, tout à coup, il rencontre quelqu'un qui a les mêmes pouvoirs. Je pense que c'était à peu près ça le pitch de base. Oui, ça arrive tard, mais le pitch de base, c'est un super-héros qui est genre en mode un peu clodo, qui décide de se professionnaliser un peu, je crois. Bah, il y a quand même toute une partie où il a une combinaison et tout. Non, mais ça arrive quand... Non, c'est avant, je crois. Et après, il se passe un événement... ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ouais, moi je l'ai vu une fois au cinéma, ça m'a jamais donné envie de le revoir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Hancock ? Ben... Le scénario est très mal articulé, le film est un peu bancal, il y a vraiment 2 parties distinctes, complètement distinctes, avec une partie au début qui est plutôt humour un peu facile, où Will Smith essaie d'en faire des caisses pour montrer comment pourrait tourner quelqu'un qui a des pouvoirs et qui tourne mal, sans vouloir être vraiment méchant avec les gens. Et puis après, effectivement, on se retrouve dans de l'affrontement de super-héros plus basique et bourrin à la fin. Donc le scénario déjà tient pas vraiment. Après, on a je crois que c'est un des premiers films de Peter Berg. Ouais, je crois que c'est lui, hein. Enfin, tu dois avoir raison. Bon, après, il y en a beaucoup qui critiquent Peter Berg parce que, bah, effectivement, au vu de sa filmographie, il fait un peu sous Michael Bay.
mais il a quand même un style visuel. Il est entre du Michael Bay et du le mec qui a fait La Vengeance dans la peau, quoi. Enfin La mort dans la peau, La Vengeance dans la peau, le deuxième. Enfin pour moi c'est Paul Greengrass, quoi. Ouais, un peu la frontière des deux, quoi. Ouais, il y a moins de caméra à l'épaule quand même. Ouais, je sais pas. Non, mais quand tu regardes Peter Berg, quand tu vois Battleship, c'est pas. Ah oui, non, c'est celui-là, mais moi je pensais plus à ces derniers qui sont plus. Attends, mais je confonds pas, c'est celui qui a fait Track à Boston, par exemple. C'est celui-là, ouais. Oui, ouais, c'est un peu. Il y a un peu. Ou Deepwater Horizon. Deepwater Horizon. Pour moi, il y a un peu du Greengrass dedans, mais. Ouais. Mais dans le style visuel général, il est plus proche. En fait, à la base, c'est censé être un disciple de Michael Mann. D'accord. Ouais, bah, il s'est un peu écarté de la route, quand même. Voilà, parce que effectivement, je crois que des films comme c'était lequel où t'avais des investigateurs américains qui allaient au Moyen-Orient pour le Royaume. Ouais, le Royaume. Voilà. Ça c'est lui. Ça c'est voilà, c'était lui aussi. Et là, par contre, c'était produit par Michael Mann et c'était vraiment, on sentait l'influence. Effectivement de Michael Mann dans ce côté caméra à l'épaule, mais du coup plus contrôlé que du Greengrass qui part dans tous les sens et il y a que lui qui comprend où il va, quoi. Ouais. Bon, c'est pas toujours le cas, Greengrass non plus. Enfin, toi, dans Captain Phillips, sur le truc, c'est un poil plus. Non, bon, d'accord. Ok, donc. Non, mais bon, après, c'est mon point de vue. Pour moi, Greengrass a fait qu'un bon film. Qui était Bloody Sunday, mais... Oui, bon, là, c'était son paroxysme du caméra à l'épaule qui tremblait, en plus. Ouais, mais bon, ça racontait des choses, et non, ça correspondait au chaos du film, et faire du cinéma hollywoodien en mettant des coups de caméra n'importe comment, c'est pas ma façon de voir. Hancock, c'est un film qui avait... Moi, la promo avait super bien marché, hein. Le côté... je me rappelle d'une bande-annonce où il balançait une baleine... sur un bateau au fond, enfin tu sais, sans faire exprès, il y avait vraiment ça. C'était un peu le début du côté buzz un peu, enfin tu sais, ils avaient réussi à créer un espèce de jouer sur le côté vidéo YouTube, buzz, internet. Ouais, il y avait aussi la séquence où il prend un gamin, il le jette en l'air. Exactement, mais qui est toujours filmé par un téléphone portable de quelqu'un. Voilà. Et d'inscrire en fait ce super-héros dans le quotidien, quoi. Et c'est marrant parce qu'il est arrivé un peu avant la vague des Marvel. Il est arrivé un peu à la frontière je crois de. Ah, j'ai plus l'année, mais effectivement, ouais, ça. Enfin, pour moi, il était avant l'arrivée de Marvel en tant que MCU, quoi. Voilà, mais après les premiers films de super-héros. Donc il arrivait un truc charnière, il avait pas réussi à avoir de discours dessus. Enfin, ça aussi, ce qui lui manque, c'est qu'il aurait pu, enfin, comme Deadpool a pu l'être récemment, enfin, tu vois, d'un coup de venir dire, en fait, regardez comment on peut manipuler ce genre. Au final, le film n'y arrive pas du tout, quoi. C'est juste un film d'action un peu lambda avec des gars qui quand on voit comment se termine le film, il y a certainement eu des problèmes de production où ils ont dû retourner sans doute la fin du film pour la rendre plus spectaculaire, sans doute. L'enfer, ce film. Mais bon, effectivement, c'est pas du grand cinéma. Ce retournement de situation est improbable. Donc tu le mets où? Je vais quand même le mettre tout en bas. Faut rester un peu honnête, ouais. Ah, c'est beau. Les gens seront heureux parce que sinon. C'est l'enfer. Tu mets Hancock devant les départ-têtes, ça fait mal. Quand même. Donc bon, après, on va attaquer donc, la grande lignée des Batman. La grande lignée des Batman. Donc c'est beau. C'est beau, on va voir, ouais. Ouais, le premier Batman, Tim Burton, 1989. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'abuse. Ouais, premier grand souvenir de cinéma. Ah ouais? Ouais. J'ai vu en salle à l'époque. Pitch vite fait le film. Pitché vite fait le film, Bruce Wayne a perdu ses parents, décide de se venger, enfin de prendre en main la justice en mettant un costume de chauve-souris, et donc va s'attaquer à la pègre de Gotham. Où il y a le Joker. Où il y a oui. Voilà. Le Joker qui a une origin story un peu pourrave dans ce film, je trouve, mais qui a une origin story en tout cas. Bon, je trouve ça bizarre de filer direct une origin story au Joker. Enfin, c'est... Parce que dans les comics, ça arrivait tard. Hein. Enfin, il y a eu. Enfin, si je veux peut-être pas dire de conneries, mais pour d'ailleurs, il y en a toujours 5 ou 6. Oui, c'est ça. Mais personne ne sait quelle est la version officielle, mais. Oui, voilà. Mais je trouve ça dommage. En fait, ouais, bon. Je trouve que c'est un. Moi, j'ai jamais réussi à le regarder vraiment en entier celui-là. C'est un film, il m'emmerde constamment en fait. Mais bon, c'est mon avis. C'est-à-dire que je. Ouais, mais bon, après, à l'époque, à part Superman et quelques autres productions un peu cheap, il n'y avait pas de film de super-héros. Et mettre directement à l'écran un mec avec un visage blanc, ça aurait fait super bizarre. Fallait donner une explication au public de l'époque. C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Hein. De toute façon, le Joker, bon, moi je suis un grand fan du Joker dont tu vas parler à la fin de cette quête, mais
marche que parce que les codes ont été assimilés et qu'il y a eu un Joker avant qui permet de comprendre le dernier Joker, en fait. Ouais. Donc c'est sûr, je comprends en termes de... C'est cohérent de lui donner une origin story. Et donc toi, c'est un film que t'aimes ? Ah ouais, j'aime beaucoup, parce que de toute façon, il y a plein d'éléments qui font que c'est superbe. Rien que le design de Gotham. Ce côté métropolis un peu Fritz. Ouais, voilà, ouais, c'est absolument grandiose. Les matte paintings sont incroyables. L'intégration des matte paintings, c'est... Et puis, après, il y a la Batmobile. Ouais, et le Batplane aussi, quand il passe devant la Lune. Ouais, mais la Batmobile, quoi. Ouais. Même le Tumblr, il est pas au niveau, quoi. Le design de la Batmobile est... C'est celle qui est super longue, avec le cockpit ils la font quasiment aussi longue dans Batman et Robin de mémoire, mais là il y a vraiment, oui, c'est... ils la font violette dans Batman et Robin. Ouais, il y a des côtés néons qui ressortent, mais on va y venir. C'est dans la liste. Ouais, donc... Non, la Batmobile est incroyable. Le fait aussi, ça peut paraître paradoxal, mais... d'avoir donné le rôle de Bruce Wayne à un mec qui est pas un physique de bodybuilder, moi j'avais trouvé ça une super idée parce que Keaton il est impeccable dedans. Ah, tu t'aimes bien Keaton? Ouais. Putain, moi j'ai du mal. Hein, putain. Mais avec ce film, hein. De toute façon, le film, j'ai du mal. Batman il se prend une balle au bout d'une seconde du film, il dort à l'envers. Enfin, il y a beaucoup de choses où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Après, comme dirait Kevin Smith. Parce qu'il avait eu un grand débat avec Tim Burton sur les non, je crois que c'était sur la planète des singes, et puis ça avait dérapé où Tim Burton avait lâché à Kevin Smith, non mais de toute façon moi j'ai jamais lu de comics, ouais. Et puis Kevin Smith lui avait répondu, bah oui, j'ai vu Batman, ça se voit. Ouais, c'est ça. Donc, tu sens que moi qui commence à m'intéresser pas mal à Batman, qui commence à vraiment lire, enfin qui lu pas mal de comics et tout, oh, ça fait mal quand même. C'est pas le plus proche des comics, ça, non, c'est clair. Ça picote la gueule. Mais dans l'utilisation des éléments, le style film noir qui est très présent, qui est associé à l'expressionnisme allemand pour créer une ambiance et une atmosphère. Tout ça c'est des éléments qui me parlent et qui font que j'adhère vraiment à l'univers. Et après, je pense, mais alors je peux me tromper et vous me direz, mais moi je pense que c'est grâce à l'atmosphère de ce film que la série de 80, la fameuse série animée, a vu le jour aussi, quoi. Parce que je trouve que le Gotham de la série animée découle du Gotham de Tim Burton, quoi. Il y a vraiment... Ouais, bien sûr. Il y a un lien de corrélation, et la série animée est peut-être plus fidèle à l'image qu'on peut se faire de Batman, mais pour moi c'est un héritage, elle utilise ça, enfin c'est un peu l'héritage de ce que pourquoi est-ce que c'est plus fidèle? C'est parce que y a des choses que tu peux pas faire en live action. Oui, sûrement. Voilà, t'as des ennemis que tu peux pas avoir en vrai, quoi. Une gueule d'argile, c'est vrai. Voilà. Enfin, après, ils ont aussi, c'est toujours le même problème, le grand débat entre film et série, développer un personnage, c'est plus facile quand t'as 9 ou 18 heures devant toi plutôt que 1h50. Où tu le places, ce Batman? Alors là, par contre, il va falloir qu'on regarde parce que entre True Lies et Kill Bill. Ah oui, écoute, entre Kill Bill et True Lies, donc il est au-dessus de True Lies et en dessous de Kill Bill. Bah écoute, très bien, donc Batman. Il s'est plutôt bien placé, hein. Écoute. Après, on passe à Batman Returns. Batman donc le retour. Le défi. Batman le défi, donc le deuxième film de Tim Burton, voilà. Que j'adore. Là, donc, comme quoi, je suis pas... Donc ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Il est pas évident, il est alambiqué en termes de... J'essaie de revenir à l'origine du truc. L'origine, c'est le pingouin. L'origine, c'est le pingouin, ouais. C'est Oswald Cobblepot, qui est donc un orphelin qui a été élevé par des pingouins, aussi bizarre que ça puisse paraître. Exactement. Et qui veut se venger du monde entier qui n'aime pas. Qu'il trouve moche et qu'il trouve repoussant, et donc il veut se venger de la ville de Gotham, dans laquelle il a été élevé et qu'il a rejeté. Voilà. Donc alors toute une espèce de magouille, il va se présenter pour devenir maire. Voilà. Et soutenu par Max Schreck. Qui est le patron de Selina Kyle. Qui va devenir Catwoman. Exactement. Et moi c'est un film que j'aime beaucoup. Parce que là je trouve qu'au moins il s'est détaché de... Je sais pas, le premier m'ennuie, et celui-là je trouve qu'il va vraiment dans tous les sens, et il y a un côté où il assume totalement son univers encore plus, et il se détache même de Batman, enfin tu vois, moi ça en fait, c'est peut-être parce que c'est le premier Batman que j'ai vu en fait.
D'accord, oui. Bah après, le film est beaucoup plus noir aussi. Ça peut jouer en sa défaveur. Il est très très sombre, que ce soit dans les thématiques ou visuellement. Il y a des grands personnages aussi, mais c'est difficile de prendre de l'empathie. C'est-à-dire que le Joker, on a envie d'en voir plus. Effectivement, Max Schreck, il traverse un peu le film. Oui, mais il est vraiment accessoire. C'est le triptyque Batman, Pingouin, Catwoman qui est passé dans ouais, voilà, ouais. Tu vois, et je trouve que l'interprétation des deux Catwoman est faramineuse. Et alors, Danny DeVito en Pingouin, il est juste méconnaissable déjà. Il est horrible. Il est vraiment... moi, c'est... Non, c'est un film qui est super bien fait, qui est mieux fait que le premier, parce que le premier, effectivement, c'était aussi le premier film d'action de Tim Burton, et on sent que sur les scènes d'action, il s'est laissé conseiller par ceux qui savaient, toutes les équipes techniques et cascades, et il y a rien de révolutionnaire visuellement. Là, on a des choses un peu plus ambitieuses. Ouais. Ah ouais. Après, voilà, je pense que si tu reprends au détail par détail, le film a plein de défauts, mais en tout cas, ça, dans l'ensemble, en plus, il y a tout un délire avec Noël, les sbires du pingouin qui sont des acrobates, enfin, vraiment un côté Tim Burtonien encore plus assumé que dans le premier. Et ouais, là, c'est vraiment un film de monstre. Oui, c'est ça, c'est un vrai film de monstre. Voilà. Et c'est là où Tim Burton, moi, me parle plus que dans Batman, où il avait un peu de mal à faire ça, quoi. Ouais, mais effectivement, le premier était plus orienté film noir, et là, on passe vraiment dans le film de monstre, qui est un genre complètement différent, en fait. Ouais. Et je trouve qu'il y avait un truc l'origine story du pingouin était hyper visuelle, enfin hyper marquante. Ce gamin en cage que tu voyais pas, mais tu voyais juste les mains et qui bouffe des chats. Ouais, là on retrouve toute l'influence du cinéma d'horreur que Tim Burton appréciait à l'époque, les films de Vincent Price et compagnie. Donc ouais. C'est effectivement très très visuel et en quelques plans, il arrive à nous raconter toute une histoire. Ouais, et ça c'est un truc qui m'a vraiment toujours marqué. Et cette fin avec tous les pingouins aussi, dont j'ai appris récemment en écoutant Capture Mag là, que les pingouins étaient les premiers animaux numériques qui avaient été faits en numérique et qui ont permis à Jurassic Park d'exister en fait un peu. Ah ouais. Ouais. Mais voilà, c'est dit rapidement dans leur podcast que je recommande évidemment, très très intéressant. Donc tu le mets où ? Compliqué, je dirais au-dessus de Batman, sûr. Pour toi, tu préfères au premier ? Oui. J'adore le premier parce que j'ai des vieux souvenirs dessus, mais c'est pas le deuxième est quand même au-dessus. Après, ouais, ça reste quand même en dessous de Kill Bill, donc juste au-dessus du Batman. Du Batman. Et après, tu vas voir, ça va piquer. Batman, le défi. Et là, on attaque les horreurs. Et là, on attaque les horreurs. Donc, donc tu descends ta petite ligne et tu te retrouves avec Batman Forever, réalisé par Joel Schumacher. Ouais, voilà. Avec Val Kilmer. Ouais. Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Robin, je sais même plus comment il s'appelle, ce mec. Il y était ? Ouais. C'est dans ce film-là que Robin apparaît. Ah oui, Chris O'Donnell, ouais. Chris O'Donnell. Et surtout Uma Thurman. Et Uma Thurman en Poison. Non, mais non, ça c'est dans le prochain. Uma Thurman en Poison. Ah oui. Ah non, là on est sur le mélange un peu, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et non, c'était Tommy Lee Jones alors. Ouais, double face, ouais. Ça parle de quoi ? Ça parle. Non, il y a Nicole Kidman aussi, je crois. Oui, voilà, je savais bien qu'il y avait une demoiselle quand même. Ouais, voilà. Bah, ça parle de double face, surtout de Nigma. De Nigma, oui, qui est un scientifique raté et qui développe une machine pour pouvoir transférer en fait un signal ou des images dans la tête des gens. Ouais, c'est ça. Il va reprendre le contrôle du monde où il arrive à emmagasiner de l'intelligence, un truc comme ça. Oui, surtout où il arrive non seulement à effectivement mettre des informations dans la tête des gens, mais il arrive, si j'ai ma mémoire est bonne, à lire aussi certaines pensées des gens en se connectant. Parce qu'effectivement, il voit les chauves-souris quand ils se connectent à Bruce Wayne et il comprend pas ce qui se passe et effectivement... Ouais, donc là on est sur du Batman qui est assez décrié. Ah oui, à raison. Hein. À raison. Oui, non, ça fait partie des horreurs auxquelles on a eu droit. Ah, pour toi c'est vraiment affreux ? Ouais. D'accord. Moi c'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps, que enfant je tolérais, on va dire. Mais après, une fois que je rentre dans l'univers de Batman, je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir, quoi. Moi, le double face de Tommy Lee Jones violé
qui a genre son palais divisé en deux, enfin c'est grotesque, son palais divisé en deux avec une meuf habillée en ange blanche et une meuf habillée en démon rouge. Ouais, non, il fume une clope d'un côté et un cigare de l'autre, c'est genre aberrant, il bouffe un steak d'un côté et un légume de l'autre, c'est grotesque au possible. Et encore, on voit 5 minutes à l'écran en double face. Hein. Ouais, en plus c'est pas le plus marquant, il y a Jim Carrey qui joue Nigma qui est... Bah, il en fait des caisses à Jim Carrey. Ouais. Ça, à la limite, on peut pas lui reprocher. Ouais. Il fait ce pourquoi il a été engagé. Ouais. À la limite, il est plutôt pas mal dans le rôle. Ouais, moi il y a une phrase de lui qui me plaît beaucoup, c'est quand au moment où il y a Tommy Lee Jones qui débarque dans une soirée, qui pourrit la soirée, enfin c'est genre et il y a Batman qui arrive par le toit. Et t'as Nigma qui regarde Tommy Lee Jones et qui fait ton entrée était pas mal, mais la sienne est mieux. Ouais. Je j'irai pas jusque là. Je me souviens plus de. J'ai toujours du mal avec les dialogues en fait. Je me souviens toujours des. C'est un des dialogues qui m'a marqué. Quoi dire d'autre que c'est le début de l'enfer en fait. Ouais. Un peu. Bah c'est des films qui ont été faits pour vendre des jouets. Ouais. Donc tu redesignes tout, tu rajoutes de la couleur partout. Ouais, c'est des films qui ont été faits par un mec qui a quand même un sens du mauvais goût à propre à lui, quoi. Ouais. Enfin, son Gotham City de néon jaune verdâtre avec des mecs et encore, c'est pire dans le film. Ouais, non, mais le prochain, c'est j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout, le prochain, je dois avouer. Non. Après, c'est pas encore, pour moi, c'est pas encore un désastre. C'est pas genre encore l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre, c'est vraiment le prochain, vraiment. Donc, tu le mets où, toi, ce film-là? Ouais, ça va finir au fond, ouais. En dessous d'Hancock ? Ah ouais. D'accord. Hancock, il y a quand même quelques bons moments, je veux dire. Ouais. Le début, la mise en place est à peu près correcte. C'est après que ça dérape. Ouais, moi je pense que j'aurais mis au-dessus d'Hancock, mais bon. Parce que j'ai une petite tendresse pour Batman Forever. Genre il y a 2-3 gadgets qui me font marrer, Batmobile qui monte le mur vertical, genre de détails. Oui, non, il m'en faut quoi. Non mais moi bon je suis fan de poursuite en bagnole, une bagnole qui commence à monter les murs, là je pète un câble. Donc on passe au Batman et Robin. Oui. Alors, ça parle de quoi Batman et Robin? Très bonne question. Ça parle d'un scientifique qui a perdu sa femme. Qu'il a cryogénisé et qui essaie de trouver un moyen de la ramener à la vie et de la soigner. Donc c'est Mr. Freeze, joué par Schwarzenegger. Il y a Uma Thurman dans le tas qui s'est fait balancer dans les points, qui s'est fait balancer dans les plantes par un scientifique et qui est devenu Poison Ivy. Ouais, en gros ils ont fait la même qu'avec Selina Kyle dans le défi. Ouais, c'est ça. Et donc il y a la cousine de Alfred ou la nièce d'Alfred qui débarque, qui devient Batgirl. On n'a pas parlé de Robin dans celui d'avant parce qu'il y avait l'origin story de Robin avec une énorme bombe dans un cirque qui font rouler et toute la famille meurt. Enfin bref, c'est tragique. Et donc là on est dans l'enfer sur Terre là, pour moi. Ouais. Mais bon. Ah tu préfères celui-là à l'autre? Là on est carrément on est passé de l'autre côté, on est dans le terrain du nanar quoi. Oui, là on est dans Maintenant, il y a pas mal de gens qui défendent ce film parce que justement il embrasse le grotesque, voilà, et qu'il est supposément être référence au Batman de 66 que j'ai pas vu, je vais pas faire semblant. Ouais, enfin après ça c'est pour se donner un genre et pour essayer de trouver des excuses, c'est juste que là ils ont fait n'importe quoi. C'est ça, là il a réellement craqué son slip quoi. Ouais, puis je veux dire. C'est dégueulasse. Clowné, quoi. Clowné, ouais. Les clowné, les bas de tétons, enfin tout. Ouais, mais ça c'est du détail, ça. Ouais, mais c'est un détail qui marque. Ouais. Quand tu ouvres le film sur la combinaison de Batman et que tu fais des gros plans sur ses tétons, son cul et ses couilles. Voilà, c'est quand même à la limite les tétons je m'en fous, mais effectivement les gros plans sur le cul et qui se retournent et tu vois là. Oui, ça. Le paquet, bon c'est. Quand même, ça commence à tu dis que t'es pas embarqué pour une belle aventure, quoi. Après, moi très honnêtement. J'aime beaucoup le design et toutes les scènes, toutes les scènes intimes liées au personnage de Mr. Freeze. D'accord, genre tout son délire, lui déjà tout blanc comme ça, qui se balade dans une espèce de frigo géant. Ouais, puis quand il se retrouve sa femme emprisonné et que il commence à déprimer un peu et à se dire qu'il réussira jamais à la sauver, que il y a sans doute une réserve d'énergie et que elle va se retrouver à fondre et mourir réellement. Il y a des vrais moments d'émotion auxquels on n'aurait pas associé Schwarzenegger à l'époque. Et ça, moi, je trouve que c'est un des points forts du film. Schwarzenegger tout en one-liner.
Oui, oui. Vraiment fait exprès, là. C'est chaque vanne, chaque phrase est une vanne sur le fait qu'il manipule le froid, quoi. Ouais, bah, y a pas que lui. Hein. Ouais, mais lui particulièrement. Hein. Oui, mais Clooney lui rend bien à chaque fois. L'enfer sur Terre, ce film. Il y a quand même une séquence au début où Batman sort des patins à glace des chaussures pour pouvoir faire du hockey. Oui, et puis là, sa Platinum Gold Batman aussi. Ouais, la Batcard. La Batcard. Il y a Bane et Poison Ivy qui ne servent à rien. Non. Voilà, enfin, ça sert à rien. Surtout Bane qui est quand même rendu ridicule. Ça me fascinait quand j'étais gamin, la séquence où il gonfle. Là. Ça fait partie où il se muscle, en fait, il gonfle comme un ballon de baudruche, quoi. Ouais. Il peut devenir musclé. Là, il y a une histoire avec une fusée aussi à la fin, il surfe dans l'air avec des surfs volants, enfin, j'en peux plus. J'ai jamais réussi à vraiment le tenir. Mais justement, voilà, c'est que là, on est passé dans un autre terrain, on est dans le terrain du nanar et faut le prendre comme tel. Ouais, mais même comme tel, j'avoue qu'il m'emmerde aussi, quoi. Donc c'est quand même compliqué. Donc Batman et Robin, tu le mets où? Bah, au-dessus de Forever. Ah, au-dessus de Forever, putain, ouais. Jamais je le mets au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Batman mais c'est sans doute parce que ça fait longtemps que je l'ai pas revu, hein, mais... Batman et Robin, oh l'enfer. Batman et Robin, bah super, et donc... Non, mais c'est parce que, très honnêtement, de toute façon, à la limite, Forever, ils se prennent un peu au sérieux. Ah, ils se prennent au sérieux, bah oui. Là, de toute façon, tu regardes le film, t'es complètement désespéré en regardant le truc, mais tu te dis, bon, bah de toute façon, autant embrasser la folie et aller dans le délire avec lui, quoi. Faire sur Terre. Bref, après, on passe l'avant-dernier film de ton parcours. Oui. Qui est Batman Begins, premier film de la trilogie de Christopher Nolan. Voilà. Donc Batman Begins, ça parle de quoi? On se retrouve encore avec Bruce Wayne qui perd ses parents et qui cherche un moyen de se venger des criminels et d'essayer de rendre le monde un peu plus juste. Ouais, c'est vraiment l'origine story pure et dure de Batman dans les grandes... comme une belle fresque. Est-ce que c'est un film que t'apprécies? La première moitié, oui. Ah, t'as un problème avec la fin? Je supporte pas dès qu'il revient à Gotham. Ah ouais? C'est un calvaire. Surtout la fin qui est ridicule au possible. En fait, moi, le film se tenait tant qu'il avait une approche un peu naturaliste et que il n'était pas obligé de faire dans l'explosion pour faire de l'explosion. Et à partir du moment où on arrive au retour de Ra's al Ghul à la fin, où ils sont obligés de faire flamber le manoir Wayne, ils sont obligés de faire une poursuite avec des effets spéciaux numériques à tout va, le truc me dépasse complètement et je ne supporte pas ce que ça donne, quoi. D'accord, moi c'est un de mes films de super-héros préférés. Honnêtement, j'adore ce film. Moi j'aime bien la mise en place parce qu'effectivement ils prennent leur temps, ils posent les personnages. C'était couillu quand même de faire un film. Ils posent les conflits, mais le problème c'est que du coup t'as une approche schizophrène du film de super-héros. C'est-à-dire que t'as la première partie où tu vois vraiment ce que Nolan voulait faire et poser un personnage plus complexe avec plein d'éléments intéressants. Par exemple, le fait que Bruce Wayne aille voir le responsable de la pègre avec un flingue pour éventuellement le tuer. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant, surtout dans ce contexte-là. Mais derrière, une fois qu'on arrive et que les producteurs ont dit non mais attends, t'es gentil bonhomme, elles sont où les scènes d'action? Ils sont où les plans pour faire la bande-annonce? Là, ça devient n'importe quoi. Moi, ça m'a jamais dérangé cette fin. Je trouve qu'il y a vraiment des belles séquences, même à la fin. Tu as la séquence où il se fait sauver grâce à ses chauves-souris. Il y a la séquence où il se fait avoir par l'épouvantail avec le gamin qui l'aide un peu. Il y a vraiment des... La séquence dans les Narrows où ils font exploser toutes les conduites de gaz, etc. Ça encore... Il y a encore un look, il y a encore des idées, mais dès qu'il commence à monter sur le train, sur le tramway... Ouais. Ça m'a jamais choqué. Alors je sais que beaucoup de gens ont un problème avec cette séquence parce qu'il fait crever Ra's al Ghul, quoi. Enfin, il le laisse crever. Alors que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il le tue, quoi, quasiment, alors qu'il dit tout le film que justement il le tue pas. Ouais, enfin bon, c'est... Ouais, moi je trouve que ça va. Pour moi, c'est pas le seul problème. Hein, mais c'est vrai que c'est un film qui est couillu quand même dans sa mise. Enfin, à l'époque, de débarquer avec un Batman et de pas voir Batman pendant quasiment 50 minutes de film, de vraiment prendre son temps pour poser le personnage, de l'envoyer... surtout qu'on avait déjà eu quand même l'origin story au moins une ou deux fois. Oui, en plus, mais là c'est vraiment dans les grandes lignes une belle origin story. Moi, c'est un des films. C'est un des films où vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de super-héros au cinéma et où je m'étais dit. Peut-être Spider-Man 2, quoi, où je m'étais dit vraiment genre, waouh, j'ai fait un bon film. Un film qui est pas juste un
j'ai vu un bon film, quoi. Et j'étais sorti de la salle en me disant, je connaissais pas vraiment Nolan à l'époque, j'avais dû voir Memento, mais bon, waouh, quoi. Genre là, ça m'a vraiment pris, quoi. Du début à la fin, j'étais dedans et j'ai kiffé. Et c'est potentiellement de là que part mon amour pour Batman, quoi. C'est Batman Begins, moi. Donc c'est un film que j'apprécie énormément. Mais je comprends qu'en effet, il y a peut-être un excès de volonté de faire de l'action à la fin. Ouais, et puis de l'action qui a ni queue ni tête. Je veux dire, la séquence où il est suspendu par un câble à l'arrière du tram qui a explosé en deux. Je veux dire, il y a des pylônes, tu comprends pas comment le câble il arrive à passer, le truc a aucun sens, il a réussi à remonter dans le tramway. C'est toute la séquence est là juste pour faire des séquences d'action et pour moi n'apporte absolument rien en termes de narration en fait. Bah écoute, ça se défend. Tu le mets où ce petit Batman? Oh là. Et Christian Bale, tu l'aimes bien Batman d'ailleurs avant de classer? Oui. Tu fais le taf? Ouais. Ouais, c'est vrai, tu fais le taf. Tu le mets où? Qu'est-ce que j'ai en dessous de Robocop? En dessous de Robocop, donc au-dessus de Matrix quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'aimes pas trop Matrix. Ah non. Batman Begins. Et on arrive à l'ultime film de ta quête, donc déjà, félicitations. Première quête réussie, et c'est beau. Et puis en plus, alors qu'on m'envoie de la science-fiction que j'aime pas vers la super-héros vallée, j'ai quasiment parlé que de films policiers ou de films noirs. Non, t'as bien mené ta barque, donc on arrive à une félicitation. Tu as gagné en utilisant un seul Joker. C'est bon, ça m'étonnait que t'as quand même une énorme cinéphilie, t'es quelqu'un qui consomme beaucoup de films. Un petit peu, ouais. De tous les horizons, de toutes les époques et de toutes... là, après, j'aurais pu avoir plus de problèmes parce que de plus en plus, j'ai tendance à m'écarter un peu des films américains. Et il y a essentiellement des films américains sur la Movieland Map. Oui, c'est vrai que la carte de Movieland a quand même des films étrangers, mais on reste majoritairement dans du cinéma américain, de toutes les époques. Mais dans du cinéma américain. Donc c'est sûr que... Surtout récent quand même, à partir des années 80. Hein, oui, cette fameuse dimension où les films hors américains et hors années 80 n'existent pas. Mais bon, tu vois, il y en a quand même d'autres. Ouais. Voilà, il y en a quand même d'autres. Donc écoute, The Dark Knight, on va finir par en parler. Ça parle de quoi? Dark Knight, ça parle de quoi déjà? C'est le Joker. Qui vient foutre la merde. Qui vient foutre la merde à Gotham. Espèce d'élément de chaos qui vient juste répandre le mal dans la ville. Et du coup, y a des grands débats philosophiques pour savoir qui doit représenter le bien et est-ce qu'on doit... Harvey Dent, voilà. Est-ce qu'on doit faire confiance à des gens qui se proclament héros ou est-ce qu'on doit faire confiance à la police et à la justice? Ouais, alors est-ce que c'est un film que t'aimes bien? C'est absolument remarquable, ouais. Moi je suis d'accord. Très très grand film. Pour moi c'est... Mais pourquoi? Parce que c'est pas un film de super-héros. Ah oui, non, c'est un film de mafieux. Enfin, c'est un film noir, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Pour moi c'est un des plus grands films c'est le plus grand film des années 2000. Je crois qu'il est sorti dans cette décennie, enfin quasiment. 2008, je crois. Ouais, pour moi c'est un des plus grands films des années 2000 et c'est un de mes films préférés de tous les temps, honnêtement. Ben voilà, c'est... Non, il est absolument grandiose, tout est parfait du début à la fin, il réussit à introduire des questionnements et des questions éthiques dans du grand spectacle, c'est très très impressionnant et très agréable à regarder, donc ça fait partie de ces films où j'ai eu l'impression, en sortant de je me rappelle, on était allé voir avec des copains, et en finissant la séance, on s'est dit, mais le film a duré en fait 12 minutes. Enfin, ça fait partie de ces films où il est d'une fluidité, en étant hyper riche et complexe, mais c'est d'une fluidité absolue. Et c'est là-dessus où Nolan est fort, c'est qu'il arrive à te faire vraiment un scénario, on va dire, exigeant, mais hyper digeste, quoi. Et ça, franchement, c'est très très fort, quoi. Très très fort. Et en plus, il y a le Joker qui est l'antagonisme parfait du moment, quoi. Enfin, un moment où... Ouais, et puis tout le questionnement sur qu'est-ce qu'est être un super-héros, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça vaut tous les sacrifices, c'est... Il y a tellement de questionnements, ça foisonne d'idées, et c'est vrai que c'est très agréable de regarder un film comme ça, et du coup, en fait, c'est le premier film pour moi qui
a sorti le film du cadre du film de super-héros, où en sortant du film, on se dit pas c'est un bon film de super-héros, on se dit c'est un bon film tout court. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, d'un coup, on est sur un film qui est un vrai chef-d'œuvre, quoi. Enfin, un vrai film dans les grandes lignes de ce que le cinéma est possible de fournir, quoi. Après, bon, comme pour le premier Batman, hein, si on essaie de rester fidèle à la bande dessinée d'origine, bah là, on s'en écarte tellement que c'est un produit à part. Après, ça dépend. Moi qui ai lu les Batman qu'il a adaptés, en fait, qui est pas le Dark Knight, de George Miller, celui-là. Il a plus adapté les deux parutions qui sont un Sacré Halloween ou un Halloween machin et celui avec les Vendredi 13, je crois. Enfin, il y en a un où c'est un tueur qui tue à chaque fête. Ouais. Et on est plus dans ça, hein, c'est vraiment proche avec cette pègre qui est au centre de la ouais, mais déjà c'était pas, oui, alors après je pense que c'était quand même édité dans la série générique, mais c'était un peu comme des one-off qui étaient un peu à part. Ah oui, non, mais celui-là, mais après Batman, il y a eu tellement de parutions différentes mais en tout cas il y avait déjà des Batman qui étaient assez proches de ce Dark Knight là, qui existaient dans les parutions, quoi. Et ouais, je crois que c'était Dark Victory, le deuxième arc. Alors le deuxième, en français, il s'appelait. Bah écoute, je le mettrai je le ferai apparaître à l'image parce que là, j'arriverai pas à retrouver. Je l'ai chez moi. J'aurais juste à regarder. Mais oui, en tout cas, il se rapproche beaucoup de ça avec ce côté vraiment film noir, film sur une ville, le fait d'avoir ancré vraiment Gotham dans un univers concret, quoi. Enfin, on n'est plus à se poser des questions, à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette ville ? On est dans une ville qui existe. C'était dans ce film-là où ils ont délocalisé, parce que le premier était tourné à Chicago, mais je crois que celui-là, ils sont arrivés à Pittsburgh. Ils ont fait les deux. Ils ont un mix fait des Chicago, deux, New York, Pittsburgh. Ouais. Ils ont fait une espèce de mélange de plusieurs trucs. Et c'est une ville, tout de suite t'y crois. Le personnage d'Harvey Dent est hyper intéressant. Enfin, les questions qu'il propose sont passionnantes. Le maquillage numérique est magnifique aussi, quoi. Enfin, quand il devient double face, ça arrive tard en plus, enfin, c'est vraiment. Ouais, bah on s'intéresse vraiment au personnage, on pose des questionnements sur tous ces personnages et ils sont tous intéressants. Et même un personnage qui était un peu raté dans le premier, qui était la Rachel. Ouais. Ouais, qui devient. Rachel Dawes, qui était pas super intéressant, qui était là juste pour essayer d'aiguiller un peu Batman dans le premier, devient vraiment un des points clés de l'histoire. Et de manière pas du tout cliché, quoi. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai que c'est hyper intéressant. Bah c'est bien, on va pas avoir l'occasion de parler du prochain, et tant mieux, parce que j'aurais vomi sur la table. Bref, donc tu mets où Dark Knight Rise Dark Knight tout court. Entre Die Hard et Pulp Fiction. Entre Die Hard et Pulp Fiction, c'est beau. Donc bah écoute, déjà félicitations pour cette quête effectuée avec brio. De haute lutte. Eh oui, écoute. Est-ce que mais c'est le problème après, c'est qu'on aurait pu faire la version 12 heures d'entretien avec le chemin complet sans utiliser de Joker. Oui, mais... Bah, le Joker est aussi là pour ça, pour rendre un peu digeste l'émission. Est-ce que j'aurais pu le faire en y allant direct? Juste avec l'autoroute? Je sais pas. Bah tu fais l'autoroute par exemple. Prends l'autoroute. L'autoroute pour le moment ça passe. Il y a que des gros films assez mainstream, donc Crash, Test Proof. J'aurais été bloqué, donc j'aurais été obligé de tourner. Ouais, non, j'aurais été coincé à un moment ou à un autre. Ouais, t'aurais été bloqué à quoi? En fait, j'ai pas vu Faster Pussycat Kill. Ah ouais. Ou The Road. Donc à ce moment-là, il aurait fallu que je prenne des chemins de traverse par ici, en passant par du coup The Raid et des choses comme ça. Ouais. Par contre, effectivement, dans la route du bourrinage intensif, effectivement, j'aurais plus trouvé mon chemin. Ouais, mais là t'es loin. Hein. Parce qu'après tu dois te taper d'autres trucs. Hein. Ah ouais, mais tout ça je maîtrise là pour le moment. Ça passe. Là après, ça passe. Là, j'aurais pu y arriver. Putain. En prenant le chemin plus loin, j'aurais bloqué à Cléo de 5 à 7. Juste avant Casablanca. Dommage. Mais ouais, j'aurais pu. J'en aurais eu. Il m'en aurait manqué un sur le trajet. Ouais, t'aurais eu un autre joker, donc t'aurais pu le passer. Voilà, mais j'aurais pu faire le chemin quasi complet. Hein. Donc, est-ce que le concept t'a plu Ouais, très intéressant. Bah, je suis content parce que c'était un peu un crash test de cette émission. Je trouve que ça permet de parler de différents films.
Voilà, après il y a d'autres moyens, mais au moins il y a un petit côté ludique, un petit côté sympa. Donc tu es le premier à avoir effectué sa quête, donc je récapitule un peu ta liste. Donc dans l'ordre. Dans l'ordre, exactement. Donc pour toi le meilleur de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Miami Vice. Après, il y a Pulp Fiction. Je dois être le seul dans ce cas-là. Mais... Ah, ouais, c'est Pulp Fiction, moi je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Donc Pulp Fiction, The Dark Knight, Die Hard 3, Live and Die in LA, Kill Bill, Batman le défi, Batman, True Lies, Robocop, Batman Begins, Matrix, The Departed, donc les infiltrés, Hancock, Batman et Robin et Batman Forever. Voilà, donc comment tu nommerais cette quête maintenant que tu l'as effectuée? Tu l'appellerais comment? Oula. Tu devais résumer un peu cette quête en un petit nom. Cette liste de films. C'est compliqué, mais je pense qu'on a exploré un peu les différentes facettes du film policier. Les facettes du film policier, pas ouais, mal. Parce que du coup, on part... parce que Matrix, mine de rien, il y a quelques éléments d'enquête et de poursuite. Après, on a fait du film policier pur et dur. On est arrivé sur du policier au sein du film de super-héros. Donc je pense que oui, du policier au film noir, les différentes facettes, on n'en est pas loin. Ouais. Eh ben c'est bien, écoute. Donc je rappelle d'ailleurs, ah oui, film noir classique. 4 films noirs classiques. Donc je rappelle un peu, si vous voulez nous envoyer une quête, enfin m'envoyer une quête pour jouer avec d'autres gens, n'hésitez pas. Vous pouvez, donc le principe, la carte, il y a un site internet, vous pouvez l'acheter déjà si vous avez envie, mais vous pouvez déjà la consulter sur internet pour voir quels films sont sur la carte. Il y en a 1800, donc il y a quand même le choix. Et donc vous me citez un film de départ, un film d'arrivée et un nom de quête. Et comme ça, je la proposerai à un prochain invité. Le but, c'est de faire parler différentes personnes, cinéphiles ou pas, et de voir s'ils y arrivent à effectuer les quêtes de Movie Quest. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine. Le but, c'est d'essayer de fournir ça de manière assez récurrente. Je vous invite évidemment à commenter, à dire ce que vous avez pensé des films dont on a parlé aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne connaissez pas encore, et donc à m'envoyer à lacritiquemasquée@gmail.com vos propositions de quêtes. On se retrouve très vite pour une prochaine émission, et d'ici là, bonne toile!